pour prolonger ce très beau documentaire qui a levé le voile sur ce monde de la justice des enfants habituellement secret et méconnu par le plus grand nombre, on ouvre maintenant le débat avec mes invités. Oli Fatma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice de films aujourd'hui. À cause de la maltraitance de votre mère, vous avez été placée en foyer à l'âge de 11 ans. Vous allez nous raconter votre parcours, votre histoire. À vos côtés, Stéphane Danancier, éducateur au service d'aide sociale à l'enfance à Montrouge, c'est dans les Hauts-de-Seine. Gisèle Delcambre, bonsoir. Bonsoir. On vous a découverte dans ce documentaire, on a découvert votre travail. Vous êtes vice-présidente auprès du tribunal pour enfants de Lille. Et à vos côtés, Pierre Jox, bonsoir. Bonsoir. Après les différentes fonctions politiques que vous avez occupées depuis 2010, vous êtes avocat au barreau de Paris. Par conviction, vous défendez des mineurs délinquants uniquement sur commission d'office. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire que vous êtes désigné pour assister ceux qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Vous n'acceptez pas de clientèle particulière et vous allez évidemment nous faire part de votre vision de la justice des mineurs. Et je présente votre livre Pas de quartier, délinquance juvénile et justice des mineurs, c'est chez Fayard. Fatma, je vais commencer avec vous. Je vous ai présenté comme Oli Fatma, c'est votre pseudonyme professionnel, de réalisatrice de films. Je le disais, vous avez été placée en foyer à partir de l'âge de 11 ans. Racontez-nous un peu ce qui a motivé donc, cette décision de vous enlever à votre mère. Donc ma mère avait des problèmes mentaux un peu assez importants et elle était dans l'incapacité du coup de nous élever, moi et ma fratrie. Et vous étiez combien? On était 6, 7, je me rappelle. D'accord, je peux pas vous aider. Hein. Mais oui, 6. Et donc en très bas âge, moi j'étais l'aînée, j'avais 11 ans. Et forcément, très vite, on a eu affaire à l'aide sociale à l'enfance. On était placés dans un foyer en particulier à Paris, Montmartre. Et quand vous dites qu'elle était dans la capacité de vous élever, elle vous maltraitait ou c'était de l'abandon? C'était quoi? Non, sa capacité mentale et physique faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas vraiment être une mère comme tout le monde, quoi, attentive. Elle était juste pas là, en fait. Et c'était pas de sa faute. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on n'en a pas souffert en tant qu'enfant. Et parce que ça, donc, vous avez été placée à 11 ans, mais ça a commencé tôt, l'absence d'éducation, d'aide de la part de votre mère. Exactement. Ouais. Vous étiez déjà petite, en fait. Oui, j'étais assez petite, on sent 6-7 ans. C'est marrant parce qu'il y a des... Elle était pas capable d'être présente, mais du coup, ça a fait que moi, je suis devenue indépendante assez rapidement, en fait. Ça m'a responsabilisée très vite, parce que j'étais l'aînée. Et dès que l'aide sociale à l'enfance est entrée... dès que je suis rentrée à l'aide sociale à l'enfance, on a eu affaire à des éducateurs qui étaient présents et qui ont beaucoup donné de leur vie personnelle aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis venue sur votre plateau, c'est surtout pour leur rendre hommage, parce que d'un coup, tout a changé. Tout ce qu'on n'avait plus, on avait grâce à ces gens qui étaient... On va parler bien sûr des éducateurs, il y en a un sur le plateau. Ouais. Et toute la fratrie a été placée? Oui. Pas ensemble? Non, pas ensemble. Parce qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient un peu plus jeunes, qui avaient des besoins plus importants que moi qui étais un peu plus vieille. Donc forcément, on a été en foyer, certains ont été en famille d'accueil, mais on a toujours été en contact, on nous a toujours maintenus en contact. Et ça, c'est exceptionnel, parce que ma tante a fait son travail aussi, et l'aide sociale à l'enfance, on fait en sorte que vraiment on grandisse ensemble, qu'on se voit régulièrement. Vous restiez une fratrie quand même. Exactement. On a entendu dans le documentaire ces enfants et adolescents raconter un peu et parler un peu d'eux. On sent une colère très importante. Vous étiez une petite fille comme ça, en colère, révoltée? Bien sûr. Moi, j'étais très en colère. Mais il y a une chose qui m'a sauvée, c'est que j'étais attachante. C'est que j'ai jamais été... Plus attachante ou plus chiante? Je pense que ça dépendait des moments, mais c'est vrai que j'ai jamais été, par contre, une enfant violente. Oui. Alors, même contre vous-même? Même contre moi-même, ni violente, ni méchante, en fait. C'était que... c'était pas de par le fait de ma situation sociale, forcément, on comprend pas pourquoi nous, pourquoi on est enfermé, parce que quelque part, on le vit quand même comme un enfermement quand on est plus jeune. Et donc, ça pousse à juste à s'exprimer d'une manière plus... plus excessive que les autres, je vais dire, en fait. Mais j'ai toujours été plutôt sympathique, donc finalement... L'humour, je pense, ça a dû me sauver. Donc, finalement, on m'en voulait jamais vraiment. D'accord.
Stéphane, vous êtes donc éducateur depuis 15 ans. Vous travaillez aujourd'hui en milieu ouvert, c'est-à-dire que vous accompagnez des enfants en difficulté maintenus dans leur famille. Avant, vous avez travaillé dans des foyers avec des enfants placés, donc vous connaissez bien effectivement le type de parcours de Fatma. Je le connais même personnellement parce que je n'ai pas été son éducateur, mais j'étais éducateur de sa petite sœur. Voilà. Vous l'avez croisé. Je connais très bien les éducatrices qu'elle a supportées, c'est comme ça qu'on dit. Non, qui l'ont supporté. Est-ce que c'est un parcours, d'abord c'est un parcours qui rassure, de vous voir comme ça aujourd'hui, réalisatrice bien dans votre peau. Est-ce que c'est un parcours exceptionnel ou pas? La question que vous me posez, c'est celle de l'évaluation de notre travail. Et c'est très difficile d'y répondre. D'abord parce que les éducs sont modestes. Je ne sais pas, moi, quelle est la part du travail des éducateurs dans la réussite de Fatma aujourd'hui. Je crois qu'elle l'a dit. Son très grand talent, c'est qu'elle sait se faire aimer. Elle a su garder ça vivant en elle, malgré tout ce qu'elle a traversé. Et puis oui, sûrement que les éducs, ils sont un peu pour quelque chose. Et puis ceux qui vont mal, est-ce qu'ils seraient allés encore plus mal sans nous? La question de l'évaluation, elle est terrible. Et d'ailleurs, il va falloir en dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on est soumis à des normes évaluatives qui sont folles. On voudrait pouvoir évaluer notre travail comme on évalue le travail d'un vendeur de salade, ou je sais pas quoi, enfin, avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de salade. Mais les graines que je sème aujourd'hui, je sais pas si elles vont germer. Je sais pas quand elles vont germer. Probablement, je serai pas là pour les voir germer. Mais bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que le travail éducatif, ça marche. La clinique éducative, elle marche à certaines conditions. Et il faut que nous, éducateurs, on soit capables de défendre ça, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Il y a des préalables nécessaires pour que ça fonctionne. Ces préalables-là sont de plus en plus attaqués. On va en parler. On va parler effectivement des manques et des besoins. Mais à moins que je ne me trompe, quand vous avez fait la première de votre film, il y avait 3 de vos éducateurs qui étaient là. Absolument. C'est incroyable. C'est exactement, je trouve, ce qui résume l'histoire de Fatma. C'est-à-dire que on n'est pas éducateur sans un engagement affectif vrai auprès de ces enfants-là. Et c'est ça qui fonctionne. Et si je peux vous faire rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est que moi, j'ai toujours gardé contact avec mes éducateurs, je veux dire, pas principaux, mais référents, merci. Toutes ces années-là, parce que j'ai quand même quitté l'aide sociale à l'enfance il y a 12 ans, quoi, et parce que je voulais qu'un jour leur montrer que leur travail n'avait pas été vain. Et c'est exactement pour ça que je suis toujours en contact avec eux et que je les invite régulièrement aux spectacles que je mets en scène, aux films que je fais. Vous les remercier de ce qu'ils ont fait. Absolument, pour qu'ils voient, parce que bon, on va pas se taper que seulement le sale boulot, quoi. C'est bien qu'ils viennent voir les fruits, les graines qui ont poussé. La plupart du temps, on ne voit pas, effectivement. Voilà. Gisèle Delcambre, on vous a vu dans ce documentaire travailler, mais c'est vrai que quand on évoque en général le juge des enfants, dans l'image, honnêtement, du grand public, c'est vraiment la partie répressive, sanction, qui apparaît tout de suite, alors qu'on a bien compris que c'est vraiment pas la partie la plus importante de votre travail. Non, effectivement, puisque, contrairement à un message qui est colporté, le temps de travail du juge des enfants est occupé à 80%, avec peut-être des petites variantes d'un tribunal pour enfants à un autre, mais à 80% par la protection de l'enfance. Le reste de notre temps étant occupé par la délinquance des mineurs. Donc il faut effectivement resituer ce travail dans ce contexte qui est souvent ignoré et même et qui génère une présentation erronée d'ailleurs de la fonction du juge des enfants et de tout ce qui fait le travail du juge des enfants au quotidien. Et quand vous entendez effectivement un récit comme celui de Fatma et le fait qu'effectivement les éducateurs soient là aux événements importants de sa vie, c'est quand même... c'est vraiment dire que cette partie éducative, elle est essentielle. Ah mais elle est essentielle. Il faut savoir quand même que le juge des enfants, en dehors de la spécificité qu'il a de travailler auprès d'une population mineure, donc 0-18 ans, il a aussi cette spécificité pour parvenir à l'exécution des décisions qu'il rend, de devoir mandater des tiers extérieurs à l'autorité judiciaire. Donc effectivement, ce sont des tiers qui dépendent de collectivités territoriales comme le département. Donc oui, la place des éducateurs, elle est essentielle. On les a dans nos cabinets tous les jours. On a des échanges avec eux et je vais dire qu'ils sont effectivement le garant du travail qu'on initie, nous, dans le cadre de l'appréciation de la situation de danger d'un enfant et qu'on révise régulièrement sur la base de leurs écrits, de leurs appréciations, de tout le travail qu'ils font auprès des enfants. Et des familles aussi, je veux dire des parents, parce que c'est pas... voilà, on est juge des enfants, mais ça suppose qu'on la famille. De toute façon, légalement, on travaille dans l'adhésion. Alors, on est là pour rappeler effectivement les devoirs et obligations qui sont ceux des parents, titulaires de l'autorité parentale.
Mais en même temps, on est là pour essayer de les raccrocher sur le travail éducatif et Bien sûr. l'accompagnement qui se fait autour d'un enfant à un moment de son existence où ça ne peut pas se faire comme il devrait pouvoir s'y attendre dans sa famille. Pierre Jox, est-ce que pour vous, c'est juste de dire qu'on mesure l'état d'une démocratie à la façon dont elle s'occupe de ces jeunes et de sa jeunesse? Ah, c'est sûrement un des critères les plus importants. La façon dont s'en occupe. D'abord, le fait qu'on s'en occupe. Pas du tout, un peu, beaucoup. La France, pendant très longtemps, a été en pointe sur ce plan. Au début du XXe siècle, à partir de 1912. Et en 1945, bizarrement, c'est le général de Gaulle, en pleine contre-offensive des blindés de von Rundstedt, qui a signé une ordonnance. La guerre n'était pas finie. Moi, j'étais un petit garçon. On avait peur, on avait froid, on avait faim. Il a signé une ordonnance disant la santé des enfants et leur protection, c'est s'occuper des enfants qui sont en justice. Donc, protéger les enfants. L'idée, c'est signé par de Gaulle, général de blindés. La guerre n'est pas finie, il faut protéger les enfants. Et ça, c'est une histoire qui avait commencé avant, mais que la France a adoptée, a endossée. Et si moi je m'en suis occupé beaucoup plus tard, c'est parce que la vie politique, mais moi je suis magistrat professionnellement. Et quand j'ai fini par mon mandat au Conseil constitutionnel, j'étais horrifié par les lois Perben, Sarkozy, qui saucissonnaient l'ordonnance de 45. Et comme j'étais magistrat en retraite, je me suis inscrit au barreau pour pouvoir entrer, parce qu'on ne peut pas entrer au tribunal pour enfants. Pour ça, les éducateurs sont modestes, ils sont surtout inconnus. Ouais. Les juges des enfants sont modestes aussi, mais ils sont presque aussi inconnus. Pourquoi on ne peut pas entrer? C'est pour protéger les enfants, bien sûr. Sauf si on est avocat. Et donc, pendant un an, j'ai observé, j'ai été dans des tribunaux pour enfants à travers toute la France, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis. Et j'ai constaté que l'acquis formidable de la France dans ce domaine, malheureusement, est assez menacé. Et les moyens, parce qu'une grande partie, il faut dire, de la tâche de protection est assurée ou financée par les départements. Et comme la charge financière est très lourde, et que ce sont les départements les plus en difficulté financière qui a cette charge supplémentaire, on pourrait craindre que dans les années qui viennent, les moyens et donc les capacités de la protection judiciaire de la jeunesse, dans le cas du pénal, ou de l'aide sociale à l'enfance, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, je le vois déjà, baissent. Et à ce moment-là, ce sera très mauvais pour le moral des troupes, c'est-à-dire les magistrats, les éducateurs, et surtout très dangereux pour des enfants qui, dans l'abandon, peuvent mal tourner. On va parler effectivement de tout ce qui menace cette protection des enfants que vous évoquez longuement dans votre livre, mais on va d'abord revoir un extrait du documentaire. C'est Adam, qui a 16 ans et demi, qui comparaît devant le juge des enfants pour recel de voitures volées. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises et depuis l'âge de 3 ans, il a été placé dans des institutions à cause des addictions de sa mère qui assiste à l'audience. Regardez. Ma mère, elle dit à toute ma famille, hein, donc mon oncle, mes oncles de Paris, du côté de tout le monde, toute ma famille, que je suis un voleur. Donc forcément, ils veulent plus m'accueillir. Ils veulent plus m'accueillir, ils veulent plus me donner d'argent, ils veulent plus rien du tout. Donc forcément, je me retrouve tout seul dehors, tout seul. Grâce à qui? Grâce à ma mère. Et je suis obligé de la remercier pour ça. C'est ça en vrai la réalité des choses. Voleur, peut-être que votre Toute mère... ma vie, elle m'a traité comme un voleur. Voleur, peut-être pas. Mais infraction, c'est sûr qu'il y en a énormément. Déjà, Il y a des actes de voleur. délinquance. J'ai jamais dit voleur, moi. Non. Déjà. Je vous propose de sortir quelques instants. La juge des enfants doit délibérer. Adam se retrouve un court instant, en tête-à-tête avec sa mère. Je dois partir, moi, je dois chercher mes enfants. Le temps que je fasse la route. Moi, il n'y a personne pour les récupérer à ma place. En fait, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir ses 2 enfants et oublier le reste. C'est vrai ou pas? Hein? Avant, quand tu étais alcoolique et que Noémie me gardait, voilà, c'est un peu la même chose. Quand tu partais le soir et que tu me demandais à Wissem et Jeanne de les garder, c'est vrai ou pas? Hein? Je peux plus parler avec toi, c'est terminé. Ouais. Voilà. Elle sait que la vérité, elle dit ça. Soit, et si je tu vous jure veux. que c'est la vérité. Tu m'as pris toutes mes économies. Arrête de me parler, Pour s'il te plaît. de l'argent, là, tu sais prendre. Hein. Tu sers à rien à part mettre des enfants au monde et de les faire galérer. Tu sers à quoi, D'accord, toi? d'accord. Hein? T'as jamais travaillé ta vie. Et tout ce D'accord. que tu sais faire, c'est quoi? C'est dire mon enfant, c'est un délinquant. Allez, bouge, vas-y, bouge. Depuis que je suis tout petit, je suis au tribunal. Tu connais la route, non? Allez, bouge. Tu veux rentrer? Allez, viens. Allez. Elle a un moment donné, elle a dû partir récupérer ses enfants.
On entend bien dans l'extrait hein, la colère, le sentiment d'injustice d'Adam. On comprend aussi que sa chute dans la délinquance est liée à des carences familiales, à la misère sociale. Alors aujourd'hui, il est plus stable, il a décroché donc un contrat d'apprentissage de coiffure, mais il a fallu 4 condamnations pour en arriver là, et il a encore 4 autres affaires en cours. Est-ce que vous avez beaucoup de ces enfants qui ont un parcours complet d'aide à partir de l'âge de 3 ans et qui effectivement basculent dans la délinquance, malgré cette aide que vous apportez, que les éducateurs ont apporté pendant toutes ces années? Parmi les cas les plus difficiles, oui, effectivement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est relativiser quand même la part de la délinquance des mineurs, parce que il faut quand même savoir que sur 100 personnes délinquantes, 10% seulement sont mineurs, donc 90% sont majeurs. Donc, de ce point de vue-là, ce sont des chiffres qu'on retrouve sur Internet, sur des sites .gouv.fr, hein, ce sont les dernières statistiques. Parmi ces mineurs, il faut savoir que 65% d'entre eux ne récidivent jamais après avoir été condamnés. C'est important également de le dire. Voilà. Il faut savoir aussi que sur une population de mineurs âgés de 10 à 17 ans, 3,5% seulement de mineurs ont un parcours délinquant. Je voulais absolument citer ces chiffres parce que je crois que ça les resitue dans un contexte où on a un peu tendance, effectivement, à pointer du doigt une population qui, au contraire, est une population en danger. Parce que la plupart de ces enfants, quand on se penche effectivement sur leur parcours, ce sont des enfants qui ont subi des carences, des violences, des maltraitances, qui ont vécu des dysfonctionnements depuis qu'ils sont petits. Certains d'entre eux, effectivement, bénéficient de mesures de protection de l'enfance. D'autres non, et effectivement on les découvre à travers des passages à l'acte, donc c'est-à-dire des infractions qui sont commises et que nous avons à juger, et là effectivement on découvre toute l'antériorité de ce qui a pu se produire ou pas dans leur existence. Ce que je veux dire, c'est que ces enfants qui sont délinquants, on ne les juge pas sur un seul acte. On doit aussi avoir le devoir, on leur doit ça, de se pencher sur quel a été leur parcours, quels sont les repères, les codes dont ils ont bénéficié ou pas, quelles sont les défaillances, sans forcément d'ailleurs stigmatiser les parents, parce que le juge des enfants n'est pas le juge des parents, de façon à essayer de mettre en place, avec les éducateurs, avec tous les services avec lesquels le tribunal pour enfants, tout tribunal pour enfants travaille en partenariat, de façon à mettre en place un travail autour de l'accompagnement, un travail autour de la parentalité, un accompagnement éducatif de l'enfant qui puisse espérer, et ça fonctionne, hein, je veux le dire, ça fonctionne, qui puisse nous faire penser que cet enfant-là, d'une manière ou d'une autre, on ne le reverra plus. Il va avoir le pied à l'étrier et puis il va reprendre, je vais dire, un cours de vie qui aurait dû être celui auquel il avait droit depuis qu'il était tout petit. Voilà. Oui, Pierre-Jacques, quand on reprend effectivement ce genre d'histoire et qu'on revient à cette ordonnance de 45 où il faut protéger effectivement les enfants, on se dit qu'il y a eu des failles, qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans cette justice pour les mineurs, pour qu'ils puissent effectivement en arriver là. Non, comme vient de le dire Madame, ça fonctionne. Pas toujours. Ça fonctionne si souvent qu'on est bien obligé de constater que c'est un système efficace, reposant sur quelque chose de très important, je crois, c'est que la société doit s'occuper de ses enfants. Et quand une famille n'est pas en état de s'occuper des enfants, parfois quand il n'y a pas de famille, l'intervention d'éducateurs, de services spécialisés, de juges spécialisés est une façon d'assurer à des enfants qui sans ça pourraient partir à la dérive et entrer dans la délinquance, et on n'en a pas parlé, dans la criminalité, alors qu'ils sont très peu nombreux. Oui. C'est un service public, la justice des mineurs, qui est extrêmement efficace, qui est un service social plus qu'un service pénal. Et les échecs que l'on peut constater, ce sont soit des échecs individuels, comme telle ou telle pauvre femme ou pauvre homme qui n'a pas la capacité, soit des échecs collectifs, lorsque dans certains endroits, des familles entières vivent dans des conditions insalubres, dans des conditions de misère sociale, financière, culturelle, que ça génère de la délinquance et de la criminalité, c'est pas nouveau. C'était comme ça dans la zone en 1910. Oui, effectivement, Fatma, est-ce que vous pensez, c'est difficile de refaire l'histoire, mais est-ce que vous pensez que vous auriez pu pas aider, mal accompagner, que vous auriez pu aussi basculer dans la délinquance, qu'on vous a sauvé aussi peut-être de ça? Mais oui, bien sûr. Je pense que c'est humain, en fait. Et quand on est jeune et qu'on n'est pas guidé, forcément qu'on est une bonne proie pour l'extrémisme, la délinquance. Je sais pas, il y a tellement de dangers qui guettent des jeunes
Souvent manipulés par des adultes en plus. Exactement. Donc forcément, oui, je pense que dans l'incompréhension et dans la colère et dans l'abandon, en fait, quelque part, on est tenté pas faire n'importe quoi qui nous attire de l'attention. Parce que Adam, c'est un peu ça. Il a envie qu'on le voit, quoi. Enfin, il a besoin qu'on s'occupe de lui. On s'occupe de lui, c'est ça. Stéphane, vous avez l'impression, vous, que le regard effectivement de la société sur ces jeunes a changé, qu'on est moins dans le voilà, il faut s'occuper d'eux, il faut les protéger, et plus dans le ils sont dangereux, ils sont violents, et qu'on les plaint plus, quoi, en gros. Voilà, il faut pas perdre de vue que ça reste des enfants, c'est nos enfants, Enfin, plus on les diabolise, plus on les exclut, et plus il y a une chance qu'ils se conforment aux stigmates en plus. Il y a quelque chose de fou. C'est-à-dire que, en tout cas, il y a une chose qui a changé, et quand même ça, il faut le dire, c'est que il y a un fait de société, alors qui est de moins en moins nouveau, mais enfin c'est le chômage de masse. C'est-à-dire que un enfant qui est sans appartenance, qui est abandonné comme ça, on pouvait espérer un jour, autrefois, que un chef d'atelier, un patron, un maître d'apprentissage le prenne sous ses ailes, et puis tout d'un coup lui montre quelque chose, et puis tout d'un coup il y a un sentiment, d'appartenance, et puis il se construit, et puis ça y est, et puis tout d'un coup on le regarde positivement, il arrive à faire quelque chose, etc. Moi, ce qui me désespère, c'est de me retrouver face à ces gamins et de leur faire des promesses que je peux pas tenir, de leur dire si tu travailles à l'école, si tu chopes ton CAP, alors il y aura une place pour toi. Mais si je suis un peu honnête, j'y crois pas tout à fait à cette histoire-là. C'est les moins bien armés face au monde du travail, etc. Ça va être les... Et oui, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le capital culturel, ils n'ont pas le capital social, ils n'ont pas tout ça. Et on leur fait des fausses promesses, c'est-à-dire que eux, il faut qu'ils soient compliants. On leur fait des injonctions. Injonction d'aller bien, injonction de se soigner, injonction d'arrêter de fumer du shit, injonction de se réinsérer, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu moins exigeant envers la société, quoi. C'est-à-dire que quelle place on leur fait à cela? Et c'est ça qui change beaucoup, je trouve. Enfin, oui. Pour poursuivre le débat, je voudrais qu'on regarde une séquence inédite. Au début du documentaire, on a fait la connaissance de Kenza, qui était jugée pour la 18e fois. Vous l'aviez condamnée pour des faits de violence à 6 mois de prison, dont 2 mois avec sursis, une obligation de soins et de formation. Regardez cette séquence qui a été tournée à l'issue de son emprisonnement. Je vais poser la question comme ça. Qu'est-ce que tu attends de nous? Dans quelques mois, tu es majeur. D'accord? Qu'est-ce qu'on poursuit comme c'est jusqu'à présent, là, toi chez Madame Unchiwen, avec les éducateurs autour de toi? Comment tu as pensé les choses, toi? Parce que je quitte le ST. Majeur, on te demandera effectivement de... Dès que je suis majeur, je quitte le ST, oui. Faut que je trouve un truc, mais plus aller au ST, c'est chiant. Tu as des questions? T'es sûr? Quand je vois arriver des informations là concernant, comme c'est arrivé récemment, qui me permettent d'apprendre que, bon, voilà, elle est de nouveau stabilisée et elle reprend, je vais dire, somme toute, un parcours d'adolescent un peu atypique, c'est certain, mais qui, en regard de tout ce qu'elle a vécu, ou pas d'ailleurs, représente effectivement une évolution à laquelle, à un moment, on n'aurait peut-être même pas pensé. Hein. Donc, en tout cas, c'est satisfaisant pour elle. Oui, c'est sûr qu'on est... Enfin, moi, je suis contente pour elle. Mais c'est très mesuré. N'oublie pas ce qu'on a dit, d'accord? Tu fais comme tu dois faire. Oui, c'est bien. Oui, j'ai compris. Voilà, au revoir, madame. Merci, au revoir, madame. Mais je sais que moi, je vais réussir. Ouais, je vais avoir ma chance. Ouais, j'aime bien. Auxiliaire de vie. Parce que j'aime bien les personnages. J'aime bien. Ils sont gentils. J'aime bien aider les gens. Elle a aidé les autres. Kenza va comment, là? Sa situation évolue bien, dans le bon sens? Oui, oui, oui. Elle est donc placée auprès d'un membre de sa famille, qui est une cousine, qui est déjà et qui représente véritablement, effectivement, qui lui pose un cadre, qui lui donne des repères. Elle s'y retrouve. Voilà, elle représente effectivement une forme de résilience pour cette future jeune majeure, puisque de mémoire, je pense qu'elle est majeure en mai 2017, donc on approche à grands pas d'échéances qui sont difficiles à l'âge de 18 ans.
Et je dis toujours, quand on n'entend pas parler d'un mineur ou d'un dossier, c'est que ça se passe bien, ou en tout cas on peut l'espérer. Et en l'occurrence, je pense que la dernière fois que je l'ai vue, c'était en octobre, et je n'entends pas parler d'elle. Donc je pense que ça va bien. Ce que je voulais quand même ajouter tout à l'heure, parce que j'entends beaucoup on parle délinquance, protection de l'enfance. Tous les enfants qui sont suivis en assistance éducative, et bien au contraire, ne basculent pas dans la délinquance. Bien sûr. Voilà, j'ai rappelé des chiffres tout à l'heure, mais tout à fait. On essaie d'aller à l'encontre de ce que les gens pensent pour essayer d'avancer. Et ceux qui sont délinquants sont aussi en danger. Et ceux qui sont délinquants n'ont malheureusement pas toujours eu cette chance d'être détectés dans les difficultés qui étaient les leurs quand ils étaient enfants. Et donc, j'insiste, ça me permet d'insister sur un aspect de la protection de l'enfance qui est essentiel. C'est l'aspect prévention, repérage des situations. Ça incombe effectivement au département, parce que nous sommes saisis essentiellement par le procureur de la République. Et en amont, notre saisine est fondée sur des signalements qui sont instruits par les services du département. Et donc, prévenir, repérer, détecter le plus tôt possible, c'est quelque chose qui, effectivement, nous permet de penser qu'à un moment donné ou à un autre, notre intervention, quand je dis notre, je vais dire, c'est celle aussi des éducateurs. Je ne parle pas uniquement des tribunaux pour enfants, je parle vraiment de l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille, que notre intervention pourra s'arrêter le plus vite possible. Mais je reviens, si vous voulez, sur ce que les gens pensent pour essayer justement de démolir un peu tout ça. Et c'est vrai que quand on entend dans ce documentaire que Kenza a fait l'objet de 17 condamnations avant d'être envoyé en prison, c'est du pas béni pour tous ceux qui disent que la justice des mineurs est trop laxiste. Vous répondez quoi à tout cela? Et ils sont nombreux qui le disent. Oui, enfin, ils sont nombreux. Non, c'est toujours les mêmes. Oui, si vous voulez. Il faut bien entendre, c'est pas pareil. Mais les chiffres qui ont été cités, que je connais, que j'ai étudiés quand j'étais moi-même dans mes débuts d'avocat, ce sont les chiffres du ministère de la Justice. Combien sont condamnés? Alors, petite parenthèse, parmi les grands fraudeurs fiscaux, ceux qui placent leur fortune, combien sont condamnés? Combien sont poursuivis? Combien sont détectés? Alors que c'est vrai qu'un gosse qui fait une connerie consiste à voler un téléphone portable et éventuellement qui en fait 12 de suite. Alors on entend parler. Moi, comme avocat, j'ai vu des gosses en effet convoyés pour la 6e ou la 7e fois. Mais très souvent, cette répétition est presque... Enfin, parfois, j'ai cette impression, c'est presque un appel d'un enfant. Chaque fois, on en voit, moi, je vis surtout des garçons, parce que c'est surtout des garçons quand même, ceux qui commettent les délits. On se rend compte, d'abord, ce sont souvent des garçons qui n'ont pas de père. Pas de père présent, pas de père vivant, pas de père... Et comme avocat, en plus, avec mes cheveux blancs, j'ai plutôt l'air d'un grand-père que d'un père. Et ce sont des garçons qui, souvent, ont avant tout besoin de se faire encourager, aimer et engueuler. Vous avez dit, ça fonctionne. C'est vrai, ça fonctionne. Des enfants dont on s'occupe, en temps utile, ne vont pas tomber dans la délinquance. Si vous permettez, je voulais rebondir sur un terme que vous avez utilisé, c'est justice laxiste. Oui. Il faut savoir que l'ordonnance du 2 février 1945 pose le principe d'un accompagnement éducatif et de l'excuse de minorité. C'est-à-dire que le mineur, il a droit effectivement à un regard, même en termes de sanctions, qui soit différent de celui du majeur. Parce que c'est une personnalité en cours de construction et on ne juge pas un mineur comme un majeur sur un seul de ses actes. On se pose la question de savoir pourquoi il en est arrivé là. Et la justice des mineurs, elle est tout simplement, elle est parfaitement légale. Elle est conforme à ce que l'ordonnance du 2 février 1945 nous impartit de faire. Et, mais elle est attaquée par différentes lois qui ont existé depuis, et donc elle est quand même... Il est un fait qu'il y a des réponses pénales qui se sont renforcées, mais c'est toujours laissé, bien évidemment, à l'appréciation souveraine du magistrat, en fonction de la situation de l'enfant qu'il a à juger. Il faut aussi quand même des moyens. Hein. Vous nous avez dit en préparant l'émission que vous occupiez en même temps de 25 enfants, c'est ça? Oui, à peu près. C'est faisable? C'est toujours insuffisant. Le temps manque toujours, mais de toute façon, nous exerçons des métiers impossibles. Voilà, juger, gouverner, éduquer, il paraît que c'est les 3 métiers impossibles, donc voilà, on est tous les 3 ici. C'est jamais suffisant. Non, mais bon, je le dis en plaisantant, mais oui, effectivement, le manque de moyens, c'est compliqué. On ferme partout les clubs de prévention, ce qu'on appelait les éducateurs de rue, et on remplace ça par des caméras de surveillance, vous voyez. Bon, après, il y a d'autres choses plus insidieuses, c'est-à-dire que vous allez avoir autant de postes de travailleurs sociaux, mais de moins en moins qualifiés. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des trucs où il y a
un éducateur spécialisé et puis tout un tas de gens qui sont moins qualifiés, voire pas qualifiés du tout, pas diplômés. On a enlevé par exemple les éducateurs qui faisaient la nuit dans les foyers. La nuit, c'est fondamental dans un foyer parce que c'est la nuit que l'enfant il est seul. Face à son désarroi, son abandon, etc. Des gardiens de parking. Enfin bon, on appelle ça des gardiens de nuit. Mais grosso modo, vous voyez, voilà. C'est terrifiant parce qu'honnêtement, moi j'ai travaillé 7 ans en internat, on faisait les nuits. C'est fondamental ce qui se passe la nuit. C'est là où il faut être contenant, parce que c'est là où la détresse, elle envahit tout. C'est là où le désespoir, il arrive. D'accord ? Parce que la solitude, la journée, on est occupé. Et aujourd'hui, dans les foyers, les éducateurs, ils bossent la journée, quand les enfants sont à l'école. Parce que d'un coup, on a quelqu'un qui vit avec nous, quelqu'un qui nous garde, en fait. C'est là toute la subtilité. Exactement, en fait. voilà. La contenance, il faut qu'elle soit pour de vrai. C'est pas le même. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent attaquer nos professions. Des logiques managériales, des logiques vraiment néolibérales qui n'ont pas de sens. Bon, voilà, c'est toutes ces petites choses-là. C'est pas seulement le manque de moyens, c'est aussi toute l'idéologie qui rend ce travail impossible aujourd'hui. L'absence de considération. Et par contre, quand il y a un fait divers, quand un enfant meurt sous les coups de son parent, etc., alors là, on met la focale sur nos métiers. Je suis d'accord avec vous, on n'en parle jamais, sauf dans ces cas-là. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ne soyez pas si pessimiste, parce que c'est tout à fait nouveau qu'il y ait maintenant, de temps en temps, des films documentaires ou fiction. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et récemment, il y a un film qui est paru qui s'appelait, je ne sais pas, La tête haute. Le fait que vous ayez obtenu l'autorisation de tourner dans un tribunal, le fait que ça intéresse les gens, c'est quand même, je pense, le signe que dans la société française, lentement arrive l'idée que c'est une question importante. Je dis lentement, très lentement. Mais nous en sommes comptables. C'est-à-dire, nous, éducateurs, nous ne parlons jamais de notre métier. On en parle mal. On se sous-estime. Non, vous en parlez très bien. Oui, mais moi, je suis une espèce unique. Non, mais pour de vrai, quand on fait un colloque d'éduc, ce sont des psychologues, des sociologues qui nous font la leçon. D'accord, c'est pas ça. Jamais un éducateur qui parle de son métier. Alors, vous en parlez très bien. Vous faites écouter. Et deuxièmement, la société française est dans une situation intermédiaire, je pense, entre ce qu'elle a connu pendant une période où c'était la reconstruction et puis la période de doute sur elle-même dans laquelle elle est entrée en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chômage de masse, parce qu'il y a une grande remise en cause de tous les services sociaux. Mais il faut voir dans le temps. Il y a eu un moment où la politique des jeunes, la politique de l'enfance n'existait pas. Il y a des moments où c'est à la mode. Ça a été à la mode pendant le Front populaire. Ça a été à la mode au moment des grandes lois scolaires de la Troisième République. Ça a été à la mode à la Libération. C'était dans un cadre particulier, c'était le programme du Conseil national de la résistance qui prenait beaucoup d'œuvres sociales. Ça a cessé d'être à la mode. Il y a eu pendant 10 ans, moi j'ai siégé au Conseil constitutionnel pendant 9 ans. Tous les ans, il y avait une loi contre l'aide sociale à l'enfance, contre la protection sociale. Ça redevient ça dans le débat public. Et moi, je pense que grâce à des gens comme vous, d'ailleurs, et vous, madame, ça va être mieux connu, mieux compris. Mais pour ça, il faut que ce soit lu, entendu, diffusé. Et ça, c'est... Je vous sens un peu plus pessimiste. Je voudrais être aussi optimiste que vous, mais bon... Je le sentais. Voilà, on est plongé au cœur d'une réalité que vous évoquez et qu'effectivement je partage. Je vais citer des chiffres qui concernent le département du Nord. Les 3 fonctions essentielles d'un département, c'est la protection de l'enfance, c'est la prise en compte du handicap et ce sont les personnes âgées. En termes de protection de l'enfance, les finances du département du Nord sont effectivement ce qu'elles sont, puisque le budget du département du Nord, mais il n'y a pas que le Nord, est fortement impacté par le poids du RSA, donc on ne va pas refaire toute l'histoire de la décentralisation et autres, c'est pas le propos. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes aujourd'hui, nous, sur le Nord, confrontés à une baisse des budgets de 15%. Entendu, oui, effectivement. Voilà, étalée sur 3 ans. Ça concerne aussi bien les services de l'aide sociale à l'enfance eux-mêmes que toutes les structures associatives qui sont financées par le département. Dans la région, il y a énormément de demandes et de besoins. Voilà. Pour reprendre des chiffres qui ont été énoncés par la vice-présidente du conseil départemental chargée de la protection de l'enfance dans la presse locale en juillet dernier, 700 places d'hébergement en moins. Dont 213, alors je sais que les chiffres ont été revus un tout petit peu à la baisse, mais ça se chiffre sur très peu. 213 places sur l'arrondissement de Lille, en sachant que le tribunal pour enfants de Lille concentre 50% de toute l'action en protection de l'enfance sur le département du Nord. Nous avons appris, je dis nous parce que je parle aussi de mes collègues, nous avons appris au 1er août dernier
qu'à partir du 1er septembre, un des 3 services avec lesquels nous travaillons en AEMO, donc c'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, lorsqu'un éducateur ou une structure éducative est appelé à travailler au sein de la famille, l'enfant continuant à y demeurer, va en quelque sorte disparaître d'ici décembre 2018 et en tout état de cause ne prend plus de mesures nouvelles. On ne peut plus le lui en confier. Donc nous allons perdre à plus ou moins court terme un service qui pour l'instant représente pour le tribunal pour enfants de Lille 21% des mesures d'AEMO que nous prononçons sur une année. Ouais. Donc c'est énorme. Oui, donc je veux bien qu'effectivement, je crois qu'effectivement pour être éducateur, pour être juge des enfants, pour travailler au contact de ces mineurs en difficulté, de leurs familles, etc., je crois qu'il faut le vouloir, pour pas dire faut être... faut avoir peut-être... je ne sais pas, c'est un autre débat en tout état de cause, mais qu'on en ait le dynamisme, qu'on ait la passion pour le faire. Je crains qu'aujourd'hui ce ne soit plus suffisant. Alors on peut toujours effectivement le dire, et je pense que je profite effectivement d'être là pour le dire, mais je ne serai pas aussi optimiste que vous au vu des chiffres et d'une logique effectivement de l'offre et de la demande qui ne correspond pas du tout à l'aspect humain qui englobe la protection de l'enfance. C'est ça qui se passe avec l'hôpital public, on vend à la découpe. Hein. L'idée c'est de vendre à la découpe au privé. Donc, Oui, vous dire quelque chose à part. Pardon. Moi je veux... Pardon, allez, vous voulez finir? Non. C'est juste, moi, je veux bien me joindre à l'optimisme de Monsieur Jox pour créer une sorte d'équilibre. C'est que, comme vous disiez tout à l'heure, vous dites qu'en fait, tous les deux d'ailleurs, que s'occuper de ses enfants, c'est aussi s'occuper de la société et qu'au final, s'ils sont bien traités, ils s'inséreront dans la société et eux-mêmes se rendront utiles, en fait, quelque part. Et bon, c'est ce que je pense faire personnellement en faisant des films. Je pense que j'ai réussi j'espère, je suis encore au début de ma carrière, mais à transformer justement toute cette matière en un objet cinématographique. Mais en parallèle, je suis aussi bénévole depuis 3 ans à l'association 1000 Visages, qui est une association créée par la réalisatrice Ouda Benyamina du film Divine. Qui forme les jeunes, effectivement, à ces métiers... Exactement, qui forme les jeunes de quartiers populaires. Au métier du cinéma, quoi. Au métier du cinéma. Et comme j'expliquais à Stéphane, du coup, le fait d'avoir grandi en foyer et d'avoir été aussi au contact de tellement de jeunes différents, ça a créé... Enfin, ça a développé une forme d'empathie chez moi que je retrouvais un peu du coup chez Kenza, je crois, qui disait qu'elle voulait travailler avec... Elle voulait elle voulait s'occuper des personnes âgées. Exactement. Pour aider. Et je pense que ça, quelque part, si tout fonctionne normalement, si on a eu un suivi adapté, etc., on est amené à nous aussi, non seulement à s'intégrer facilement dans la société et justement à se rendre utile. Donc, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est vraiment... de l'optimisme et ça fait vraiment du bien et de la réussite de votre travail à tous et ça c'est formidable. Je rappelle votre livre Pierre Jox, Pas de quartier, délinquance juvénile et justice des mineurs, c'est chez Fayard. Point d'interrogation. Pas de quartier. et je présente également votre livre Stéphane Dadancier, puisque un de vos jardins secrets, c'est la création artistique. Donc vous avez autofinancé cette bande dessinée humoristique Projection de l'enfance sous le pseudonyme de Pavot et c'est très réussi. Merci. Bravo. Ce n'est pas en librairie, c'est seulement accessible via ma page Facebook qui s'appelle La Page de Pavot. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4 et merci à tous ceux qui ont participé à ce documentaire. C'est donc la fin de l'émission. Il sera possible de revoir le documentaire des juges et des enfants et notre débat pendant 7 jours sur le site internet du Monde en Face. Évidemment, vous n'oubliez pas que vous pouvez continuer à échanger sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau documentaire suivi d'un nouveau débat. Très bonne fin de soirée sur France 5. Au revoir.